Bonjour à tous. Il est temps à présent de s'intéresser à la question de l'organisation spatiale et du principe de distribution dans les bâtiments. Après avoir parcouru les premières étapes, qui sont lecture du lieu, concept, programmation, il est temps à présent de s'intéresser à la conception proprement dite, à l'intégration du bâtiment dans son environnement, à la conception de la volumétrie et en parallèle à la conception du principe de distribution intérieure. Nous allons rentrer pleinement dans les bâtiments. Je vous rappelle ce que j'avais déjà dit lors des précédentes communications, que l'objectif de l'architecte est de concevoir un bâtiment permettant d'exercer une fonction. Donc, la conception des espaces et du principe de distribution va obéir aux objectifs, aux exigences des différentes fonctions que va exercer le bâtiment. Donc, c'est pour cette raison que nous vous avons attribué des fonctions différentes, enseignement, santé, sport, tertiaire, etc. Je rappelle également ce que j'avais dit à propos de la définition d'un bâtiment, en fait de la description d'un bâtiment. Qu'est-ce qu'un bâtiment? C'est une enveloppe extérieure, interface entre intérieur et extérieur, et une série d'espaces intérieurs séparés, reliés, agencés, articulés selon l'usage qu'on en fait. Et le lien qu'il y a entre ces espaces, nous l'appelons principe de distribution ou organisation spatiale. Lors de la programmation, nous avons vu que la réflexion et le raisonnement programmatique nous permettaient de définir les différentes fonctions selon leur hiérarchie, les exigences de ces fonctions et les relations entre ces fonctions. Et c'est à travers un travail de conception, de réflexion, avec une dose de créativité, que nous allons pouvoir transcrire la programmation en espace. Donc une série d'espaces qui ont des caractéristiques qualitatives et quantitatives, les liens qu'il y a entre ces espaces pensés en termes de circuits et les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment. Donc pour parler de distribution, de principe de distribution, il faut être conscient qu'un bâtiment n'est pas seulement une juxtaposition d'espaces contenant des fonctions dans un grand volume, mais qu'il faut penser pleinement un bâtiment comme un ensemble de circuits internes jalonnés par des espaces. Donc, la distribution n'est pas un moyen d'arriver seulement vers l'espace, mais c'est un vrai circuit. Et comme il y a plusieurs types de fonctions dans un bâtiment, on peut identifier un ensemble de circuits qui peuvent être croisés, convergents ou complètement parallèles. Donc, la définition de l'organisation spatiale est la manière dont les différents espaces d'un bâtiment sont agencés et articulés selon une hiérarchie. Donc, c'est la logique d'organisation des espaces les uns par rapport aux autres et la manière avec laquelle on peut passer d'un espace à l'autre et la manière avec laquelle on peut pénétrer les différents espaces. Il faudrait penser l'organisation spatiale de manière dynamique et séquencée. Donc il y a une logique globale selon un parcours jalonné de plusieurs moments. Le moment de l'entrée dans le bâtiment ou dans une entité du bâtiment, le parcours, qui est le centre de cette communication, et vivre, c'est-à-dire lorsqu'on arrive dans un espace et la définition des caractéristiques de celui-ci. Donc le principe de distribution, pensé comme un véritable parcours intérieur du bâtiment, est littéralement l'épine dorsale ou le système nerveux d'un édifice. Après avoir parlé globalement de la notion de principe de distribution qui définit une certaine approche de l'organisation spatiale intérieure, non pas comme une juxtaposition d'espace, mais comme une organisation intérieure, nous allons nous intéresser au moment de l'entrée dans un bâtiment, puis au parcours intérieur. Le moment de l'entrée dans un bâtiment est extrêmement important. Il se passe plein de choses lorsqu'on entre dans un bâtiment. L'entrée est le moment du passage de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment. C'est l'accueil,
ou le seuil. Selon les usages, la manière d'entrer dans un bâtiment est différente. Lorsqu'il s'agit d'un équipement public, ouvert au public, le rapport entre extérieur et intérieur est en général fluide. Il y a même un souhait de créer une continuité entre intérieur et extérieur, que les visiteurs ne sentent plus le seuil. Nous parlons de continuité de l'espace public à l'intérieur du bâtiment, comme on peut parler du déversement de l'activité d'un bâtiment ou d'un équipement dans l'espace public. Voici quelques exemples qui peuvent illustrer cela. Et le degré de fluidité, c'est à vous de le définir selon le souhait de plonger le visiteur ou l'usager dans un certain état d'esprit. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment privé, alors la notion de privé, la plus importante est le logement bien entendu, mais on peut parler d'une notion d'un bâtiment privatif lorsqu'il s'agit d'un équipement tertiaire ou d'un équipement d'une banque par exemple. Ce sont des bâtiments, des équipements qui n'ont pas vocation à recevoir le grand public de manière complètement diffuse. Et là, le rapport entre l'extérieur et l'intérieur est plus filtré. Il y a des séparations, des filtres, des espaces intermédiaires selon des critères d'intimité et de sécurité. Donc, principalement dans le logement, nous allons avoir toute une réflexion sur cette notion d'espace intermédiaire, ce qui se passe dans le moment de l'entrée, pour assurer un gradient d'intimité, ou alors lorsqu'il s'agit également d'une banque ou d'un équipement tertiaire, où ce n'est pas tout le monde qui a l'autorisation d'y accéder, et là en l'occurrence il va y avoir un certain nombre d'espaces qui vont nous permettre de filtrer, de contrôler l'accès vers ces bâtiments. Entrer n'est pas seulement un seuil, ce n'est pas un franchissement seulement d'un seuil, mais il y a un avant, ce qui se passe à l'extérieur de l'entrée, qui peut être constitué d'espaces spécifiques, des perrons, des parvis, des jardins, qui sont attenants au bâtiment, qui font partie du bâtiment, et qui vont être un premier espace du bâtiment, qui nous permettent d'avoir un certain recul par rapport à la façade de celui-ci, qui nous permettent de nous plonger dans un certain état d'esprit afin d'y accéder. Donc, selon les types de bâtiments, nous allons avoir ces moments-là qui vont être traités de manière différente. Et nous vous demandons d'y prêter une grande attention, notamment dans l'intégration. Et c'est à ce moment-là qu'on définit la manière d'accéder à un bâtiment. Il y a également un après, un hall en général, un hall d'accueil, qui lui va avoir le rôle d'afficher clairement et d'incarner l'identité du bâtiment. Il va également orienter les usagers lorsqu'ils rentrent dans le bâtiment. C'est le premier moment intérieur du bâtiment, et selon le type de bâtiment, ce lieu va être plus ou moins important. Donc, c'est souvent dans ce moment-là de l'après-entrée que va être situé l'atout majeur de l'édifice. Donc c'est là où vous devez vous prêter une grande attention. C'est à la conception de ce lieu et de ce moment que vous allez prêter une attention particulière dans la conception. Donc regardez, c'est un équipement tertiaire, regardez le hall de cet équipement et la mise en scène qu'il y a dans ce hall. Là, c'est un autre équipement qui pourrait être un équipement tertiaire et qui est beaucoup plus modeste, et donc il va avoir un hall un peu plus modeste. Là, en l'occurrence, on est en présence d'un bâtiment qui a un intérieur foisonnant, une sorte de mini-ville, avec des passerelles et des restaurants, des espaces de convivialité. Là, c'est un équipement culturel qui a plusieurs directions, et donc il va y avoir beaucoup de travail sur la signalétique, sur l'orientation. C'est une sorte de place publique du bâtiment. Là, on a un bâtiment conçu avec une sorte de boulevard traversant, et donc on a encore une fois la logique d'une ville intérieure avec des façades intérieures. Et puis là, voilà un petit logement, un petit immeuble d'habitation où on va avoir un petit hall d'entrée
un petit perron, donc on est sur une autre échelle, et dans ce cas-là, le rôle du hall, c'est plus d'incarner l'intimité, le côté protecteur. Et puis on arrive au sujet phare de cette présentation, les parcours intérieurs, parce qu'on définit le principe de distribution dans le bâtiment comme étant un parcours intérieur incarnant l'épine dorsale du bâtiment. Le parcours intérieur n'est pas seulement l'espace servant d'autres espaces, mais c'est vraiment le lieu de déambulation, de découverte de l'intériorité d'un bâtiment. C'est dire le soin qu'on doit lui porter. Ce parcours a comme rôle de relier l'entrée aux différentes entités du bâtiment et aux différents espaces qui composent le bâtiment. En fonction des circuits programmatiques que nous avons vus et qui sont décrits dans les organigrammes, donc les liens entre les fonctions, le parcours intérieur du bâtiment assure la distribution et l'articulation entre les espaces selon une hiérarchie et des filtres successifs. Donc bien entendu, comme son nom l'indique, ce parcours-là assure la distribution des espaces. Mais il assure également l'articulation des espaces entre eux, selon une logique hiérarchique et des filtres successifs. Il y a un parcours horizontal dans le bâtiment, qui est composé de halls, coursives, paliers, couloirs. Et il y a également un parcours vertical dans le bâtiment, composé d'escaliers, escalators, rampes, ascenseurs. C'est l'association des deux parcours qui constitue clairement le principe de distribution globale d'un bâtiment. Voici quelques exemples qui montrent la richesse et l'originalité que peuvent avoir les principes de distribution qui deviennent clairement les atouts majeurs des bâtiments. Regardez cet exemple d'équipement, c'est une salle de spectacle et on voit bien comment est schématisé ici le principe de distribution. Donc là, c'est une image qui est assez travaillée pour montrer cet effet d'épine dorsale. Dans certains bâtiments, comme le Guggenheim de Gehry, de Wright, où le principe de distribution devient le bâtiment lui-même. C'est-à-dire que le principe de distribution est l'espace majeur du bâtiment. Et c'est dans ce lieu-là, dans le lieu de déambulation, qu'il y a l'activité phare autour d'un atrium central. Ou encore Beaubourg, où il y a une mise en scène totale du parcours de distribution intérieure qui est mis sur la façade et qui procure des émotions particulières, puisqu'il donne une vue majeure sur la ville de Paris et sur la place publique qui borde le bâtiment. Donc vous voyez bien comment le parcours intérieur du bâtiment peut incarner l'atout phare et peut vraiment procurer des émotions particulières pour passer du coup au premier plan dans la conception des équipements. L'organisation spatiale d'un bâtiment doit être pensée du point de vue de l'usager, l'humain, selon plusieurs critères à la fois. Donc il ne faut pas penser techniquement en disant voilà, pour accéder il me faut 2 cages d'escalier, un couloir, machin, mais il faut vraiment penser l'émotion, penser ce que perçoit l'humain et selon des critères. Donc là on va définir des critères qui vont nous permettre d'évaluer notre choix en termes d'organisation spatiale. Le premier critère est le critère d'efficacité, bien entendu. Le second critère est un critère de sécurité. Et le troisième critère est le critère de qualité et de confort pour tous. L'efficacité, ça c'est le critère éliminatoire. Il faut par-dessus tout que le principe de distribution soit efficace. Il faut qu'il y ait une rationalité du parcours intérieur du bâtiment. Possibilité des usagers de se rendre directement et rapidement à leur objectif sans se perdre, avec une lisibilité immédiate. Donc comment faire? Par exemple, positionner les circulations verticales de manière optimale, soit de manière centrale, comme on le voit dans ces exemples, avec parfois une mise en scène de ces éléments-là, soit en les positionnant de manière